Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Une réaction d'abord aux chiffres du chômage qui sont tombés ce soir, encore un record. Oui, enfin, on va entendre ça pendant de nombreux mois. Le chômage va monter tant que la croissance est faible et tant que les mesures de structure n'ont pas fait effet. Donc c'est malheureusement plus une nouvelle et ça ne sera plus une nouvelle pendant quelques mois. Et vous dites même dans votre livre, 6 millions de chômeurs à terme, c'est une perspective crédible. C'est ce que vous dites dans Urgence française. Vous racontez le scénario du pire qui pourrait conduire, dites-vous, à la révolution en France si rien n'est fait. Alors je vais vous citer. Oui, mais je dis en même temps, c'est un livre que j'espère positif et optimiste parce que je montre aussi qu'il y a des tas de solutions possibles et que la France n'est pas perdue. Mais vous montrez ce qui se passerait si ça n'arrivait pas et si les réformes n'étaient pas faites. Je vais vous citer parce que c'est ce que vous dites quand même a un poids. Pour avoir vu échouer bien des réformes par paresse, par peur, par lâcheté, par orgueil, par incompétence, cynisme ou faiblesse, j'estime de mon devoir de dire que la France ne doit plus bégayer ses réformes, elle doit les faire. Les Français doivent agir sous peine d'être maudits par leurs enfants et leurs petits-enfants. Est-ce qu'ils sont si peureux et si lâches que ça, tous ces politiques que vous avez rencontrés depuis de nombreuses années maintenant ? Pour la plupart d'entre eux, ils ne sont préoccupés que par la conservation de leur fauteuil de député ou de ministre. Et ils ne sont pas préoccupés par leur place dans l'histoire, qui supposerait d'accepter d'être impopulaires. C'est très rare, les hommes politiques qui sont des hommes d'État. Très, très rare. Et combien de temps nous reste-t-il avant que cette classe politique soit maudite, comme vous le dites, par les futures générations ? La France est très riche, donc c'est même ça son principal défaut, de cette façon. C'est comme elle est très riche, elle va décliner lentement et elle va être moribonde lorsqu'il sera trop tard pour le changer et elle s'en rendra compte au dernier moment. Donc je pense que dans un an, nous aurons vraiment franchi une étape très grave parce qu'on sera arrivé à une époque où on ne pourra plus rien faire avant les présidentielles, donc on aura 3 ans de plus perdu. Et ensuite, le déclin sera très largement avancé. Et comme ça fait maintenant exactement 30 ans, c'est-à-dire depuis 1983, que rien ne se passe dans ce pays, bien rien, puisqu'on n'a fait que des petites réformes depuis 81, 82, eh bien, il y a une accumulation de choses nécessaires qui, plus elles s'ajoutent, plus elles deviennent absolument insupportables. Non seulement insupportables, mais plus elles nous entraînent dans un déclin qu'on voit tous les jours, qu'on voit dans les chiffres du chômage, de la compétitivité, de l'affaiblissement de l'école, surtout du départ des jeunes, qui sont vraiment des signes extrêmement graves pour l'avenir du pays. Alors, vous appelez à des réformes profondes. C'est exactement ce qu'a préconisé hier la Commission européenne, avec plus ou moins de succès auprès du président. On a vu sa réaction. Elles sont bien, ces préconisations de la Commission européenne ? Non, je ne dis pas que c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que la Commission, à mon avis, a eu tort de faire ça. Parce que d'abord, ces propositions sont, pour certaines, très connues. Elles étaient, pour certaines d'entre elles, dans mon rapport. Pour d'autres, extrêmement erronées. Par exemple, il propose de réduire massivement les dépenses de santé, ne voyant pas que la santé est un facteur de croissance. Il ne parle pas des grands sujets qui sont l'éducation, la formation professionnelle, la réforme du système de Mais ils ne font pas la politique de la France, mais ils disent maintenant, si vous voulez vous en sortir avec le délai qu'on vous accorde, il faut faire ça, ça, ça et ça. Dont d'ailleurs des préconisations que vous faisiez vous-même. Et que nous c'est un peu un hommage à votre rapport. Et absolument. Beaucoup se retrouvent dans mon rapport. Mais je pense que la Commission fait une grave erreur en faisant ça. Elle aurait dû le faire plus discrètement. Et d'autre part, il n'appartient pas, je crois, à la Commission qui représente 28 pays de donner des instructions précises à un pays qui est dans l'euro, c'est au groupe de l'euro à le faire. Et enfin, je crois que la Commission, philosophiquement, doit plutôt dire, eh bien voilà, il faut réduire votre déficit, mais pas dire comment, parce que le comment dépend du choix politique, et les commissaires n'ont pas imposé un choix politique aux membres. Vous qui êtes un Européen convaincu, c'était tactiquement bien joué ou maladroit de la part de François Hollande d'avoir renvoyé comme ça la Commission dans ses cordes ? Non, il a eu raison, parce que la Commission, encore une fois, ne doit nous donner un axe, même si elle s'est beaucoup discréditée dans les années antérieures, et en ne voyant pas venir la crise, en poussant à l'endettement, la dette qu'elle demande qu'on réduise, elle l'a approuvé au moment du G20 qui ont augmenté la dette, donc elle n'est pas très crédible. Je pense qu'il vaut mieux faire ce débat à l'intérieur, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ce livre et essayer de donner des réformes d'une ampleur infiniment plus vaste et plus ambitieuse que les réformes que propose la Commission, qui sont elles-mêmes très connues, très sommaires et souvent fausses, mal calculées. Alors aujourd'hui, en écoutant Angela Merkel et François Hollande, on avait le sentiment qu'ils voulaient aller beaucoup plus loin dans une intégration économique européenne en passant par la zone euro. Ça veut dire aussi des abandons de souveraineté. C'est pas vraiment dans l'ambiance des opinions actuellement. Pourtant, c'est la seule solution d'après vous ? De toute façon, le problème n'est pas de savoir si on va faire des abandons de souveraineté. On a fait déjà des abandons de souveraineté au marché. La question, c'est de savoir si on met ensemble nos souverainetés dans la zone euro, oublions l'Union européenne et la Commission qui jouent contre la zone euro,
est-ce qu'on va rassembler nos souverainetés pour une souveraineté plus forte entre pays de la zone euro, ou est-ce qu'on va l'abandonner définitivement au marché mondial? C'est pas la question de la conserver à l'échelon national, ça c'est une vieille lune. Et quand vous avez entendu aujourd'hui la chancelière et le président avancer par quand même tout petits pas, il faut bien le dire, est-ce que ça vous inquiète sur la compréhension de l'urgence dont vous parlez dans votre livre? Donc, ce petit pas, c'est mieux que rien. Moi, je suis très, très inquiet de voir qu'on ne va pas assez vite, et d'où le fait que je propose de faire dans les 12 mois qui viennent un nombre considérable de réformes, une sorte de révolution sous la forme d'une réforme, pour ne pas avoir fait une vraie révolution qui caricaturera des réformes. Et donc maintenant, l'urgence, c'est d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Il est rageant de voir que les hommes politiques disent parfois « il faudrait faire, faisons un peu, mais ne font pas en grand », ou reconnaissent qu'il faudrait le faire, mais ne le font pas. Donc le moment est un moment de vérité. On va voir si ce sont des hommes politiques ou des hommes d'État. Ces réformes, apparemment, François Hollande s'inspire de plus en plus ces derniers temps de ce que l'on appelle le modèle allemand, un modèle de flexibilité, notamment sur le marché du travail. C'est ça qui... Non, on ne peut pas dire ça. D'abord, c'est beaucoup plus vaste, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai proposé des réformes qui réforment les institutions, qui réforment l'école primaire, qui réforment le logement, qui réforment l'Europe, qui réforment la francophonie, qui réforment beaucoup de sujets qui n'ont absolument aucun rapport avec l'Allemagne. Le modèle allemand était, et je le décris dans mon livre, puisque je raconte aussi les expériences qui ont réussi, était peut-être bon pour l'Allemagne, mais il est impensable en France. On ne peut pas imaginer en France un pays qui considérait qu'elle allait régler le chômage, parce qu'au lieu de payer des gens au chômage, on les rémunère à 4 € de l'heure. Pour nous, ça ne serait pas considéré. En les obligeant d'accepter un travail notamment. 4 € de l'heure, ce ne serait évidemment pas pour nous une solution. Mais résultat, ils sont à 7%, on est à 11%. Oui, mais enfin, ils sont à 7% de gens qui sont payés à 4 € de l'heure. Est-ce que c'est vraiment un succès? Est-ce qu'il vaut mieux ça, un travail à 4 € de l'heure, ou une formation payée bien mieux? Je pense qu'aujourd'hui, la solution pour la France est plutôt d'utiliser l'argent énormément gaspillé dans la formation professionnelle, 32 milliards, pour en faire de la formation professionnelle, pour améliorer la compétence des gens et faire en sorte qu'ils trouvent un bon emploi valorisant pour l'avenir. Vos propositions sont dans ce livre, Urgence française, Jacques Attali aux éditions Fayard. Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir dans la grande édition. Vous restez avec nous. Juste après la pause, on se retrouve pour un nouveau journal et une météo. À tout de suite.